Salut à tous. Nouvelle émission consacrée à un sujet iconoclaste depuis des décennies, les races aliens et le potentiel de divulgation extraterrestre. Avec l'information brûlante de ces derniers temps au Congrès américain, une divulgation progressive et programmée des pannes, et des sensations de nombre de médiums annonçant un possible premier contact entre 2026 et 2027, il est temps pour nous d'explorer de manière approfondie quelques différentes populations aliens les plus connues et savoir à qui l'on a affaire. Découvrons nos potentiels contactants, amicaux ou belliqueux, en examinant leurs caractéristiques physiques, leurs intentions présumées et leur impact potentiel sur notre monde. Les aliens sont parmi nous, mais tous ne viennent pas en paix. Dans la première partie de notre exploration, je mettrai en lumière les mauvais aliens qui tentent de nous berner. Quant à la deuxième partie, elle sera diffusée la semaine prochaine car le sujet est assez dense. J'y aborderai les aliens plus sympathiques, voire neutres, car comme vous le verrez, l'être humain ne fait pas forcément l'unanimité parmi les entités exogènes. Si ce contact aboutit, quel serait alors votre alien préféré, celui avec qui vous prendriez l'apéro ? Faites votre choix final dans les commentaires, quoique cette semaine vous les pendriez plutôt au pilori. C'est l'heure de la fête des voisins intergalactiques sur Enigma et Mysterium. Un grand nombre de races exogènes interagissent depuis longtemps avec la Terre et la population humaine sous différentes formes plus ou moins agréables. Lumière dans la nuit, en rencontres rapprochées, voire abductions dans les cas les moins sympathiques. Clifford Stone fut en service dans l'armée américaine pendant 22 ans, participa à des opérations sous les radars visant à récupérer des vaisseaux extraterrestres et des entités biologiques non humaines. Il révèle dans une interview en 1998 l'existence de 57 races aliens connues par l'US Army, ce qui peut un tantinet faire froid dans le dos. Dans cet ensemble, un certain nombre sont plus actifs que d'autres et jouent un rôle de plus ou moins grande importance dans l'évolution et la souveraineté humaine. Ces entités reviennent d'ailleurs le plus souvent dans la littérature ou les témoignages et revêtissent une importance stratégique dans une interaction planétaire impactant un éventail de problèmes systémiques mondiaux. Le premier groupe conclut des accords et collabore sur plusieurs projets communs avec le gouvernement fantôme ou les agences de sécurité nationale. Ce vaste ensemble d'accords sous-tend des intérêts militaro-industriels extraterrestres. Bref, c'est le groupe des méchants. Ce complexe, bien que principalement associé aux États-Unis,
nos amis à ce qu'il paraît, a une portée mondiale. Le deuxième groupe ne fait pas partie de ce réseau d'accords clandestins. Leur approche s'appuie sur le contact avec certains élus. La plupart des contactés, d'ailleurs, déclarent ces races amicales avec les intérêts humains, distillant une approche plus éthique des défis auxquels l'humanité se confronte et prépare dans le même temps le terrain, aboutissant à la vérité sur la présence extraterrestre et des défis posés par les technologies avancées. Ce deuxième groupe refuse l'implication dans un quelconque complexe malsain et s'avère être la clé pour résoudre les difficultés mondiales causées par le premier groupe et le gouvernement fantôme. Par contre, que nous soyons bien d'accord, ils nous proposeront des solutions en nous laissant le libre arbitre de notre destinée. Cette distinction entre ces deux groupes met en évidence les dimensions éthiques, juridiques et politiques. La compréhension des motivations et activités des races extraterrestres répond aux questions sur les politiques appropriées à adopter. Et nous autres, populations humaines, ferons face, de manière adéquate, au dilemme entre les races nocives à l'humanité et celles avec lesquelles il est possible de travailler pour l'évolution et l'émancipation de l'être humain. Les témoignages les plus convaincants sur les différentes races exogènes proviennent de lanceurs d'alerte tels que le sergent Stone, ainsi que des contactés ayant eu par définition un contact direct avec des aliens et établi une communication avec eux. Ces contactés sont, au sens classique, ceux qui acceptent volontairement d'interagir versus les personnes enlevées qui sont involontairement incorporées dans des programmes douteux. Le sergent-chef Bob Dean fait une carrière militaire de 27 années dans le renseignement militaire au quartier général des puissances alliées en Europe à partir de 1963. Son état de service lui confère une grande crédibilité en tant que témoin d'informations classifiées. Au cours de ses missions au SHAPE, il reçut pour instruction l'étude détaillée des activités PAN et leur incidence éventuelle sur les relations entre les soviétiques et l'OTAN. Nous sommes effectivement en pleine guerre froide avec l'URSS. Dean décrit 4 races exogènes connues à cette époque. La première nous ressemble exactement. Ces gens nous ressemblent d'ailleurs tellement qu'assis à côté de vous dans un avion ou dans un restaurant, que vous ne sauriez jamais faire la différence. Le fait que ces entités intelligentes s'impliquent avec les militaires, empruntant les couloirs du Pentagone, apporte de l'eau au moulin des complotistes, suggérant que les plus hautes sphères de l'État sont contaminées. Une autre race s'impose de par leur grande taille, les plus petits mesurant le mètre 80 jusqu'à 2,45 m voire 2,75 m parfois, humanoïdes, très pâles, très blancs et sans aucune pilosité sur le corps. Un autre groupe possède des qualités reptiliennes. Leurs pupilles sont verticales et leur peau a une qualité très semblable à celle que l'on trouve sur le ventre d'un lézard. On ajoutera en 4e position les fameux gris. Ce sont donc les 4 types d'êtres connus dans les années 60, puis une douzaine de races seront cataloguées dans les années 90. Le docteur Michael Wolff est une autre source de dénonciateurs faisant référence à différentes races exogènes. Ancien scientifique du gouvernement américain, il est conseiller auprès de présidents en exercice et du Conseil national de sécurité sur les questions extraterrestres. Il fera des révélations choquantes sur l'implication du gouvernement US dans la recherche des pannes, les dissimulations et les violations des traités avec les êtres extraterrestres. Le gouvernement américain viole en effet un traité avec les Gris en torturant des entités biologiques et en abattant des ovnis. Des aliens seraient également retenus en captivité. Les chefs militaires se sont sentis impuissants face à la technologie et aux capacités mentales des aliens, conduisant à une vaste campagne de désinformation et de dissimulation. En dépit d'une controverse persistante sur le témoignage et les références de ce lanceur d'alerte, un certain nombre d'enquêteurs sur les pannes, l'ayant personnellement interviewé, l'ont trouvé constant, cohérent et crédible. Le Dr Wolff prétend que plusieurs confédérations de civilisations extraterrestres nous visitent de manière plus ou moins investie. Nous avons l'Alliance, composée de figurants humains du système Altair Aquila, la Corporation où nous retrouvons les grilles du système Zeta Reticuli, la Fédération des mondes comprenant de multiples races appartenant à de nombreux systèmes stellaires, et les races unifiées d'Orion. Ceci dit, tout ce petit monde se retrouve plus ou moins lié entre eux. Wolff affirme que la plupart de ces races sont amicales. Toutefois, un petit nombre d'entre elles sont plutôt hostiles et se comportent comme de la racaille interplanétaire, comme quoi on n'a pas le monopole des casse-couilles en série. Maintenant, découvrons les profils de ces espèces, en commençant par les pires.
Le petit et omniprésent gris du système stellaire Zeta Reticuli et de la constellation d'Orion se retrouve en tête de liste dans la plupart des recherches sur les enlèvements, figurant en bonne place dans les rapports d'accidents, les crashs impliquant des pannes. Le colonel Philippe Corso, en service dans l'administration Eisenhower, puis à la tête du Foreign Technology Desk, le bureau des technologies étrangères dans le département de recherche et développement de l'armée américaine, observera le corps d'un gris mort retrouvé à Roswell en 1947. La description classique que nous connaissons tous se confirme. Travis Walton, dont j'ai traité le cas dans ma dernière vidéo enlevée par l'inconnu, dont je vous remettrai le lien en description, eut une expérience d'enlèvement avec les gris et les décrit ainsi. Ils sont très petits, moins de 1,50 m. Leurs têtes sont chauves, bombées, très grandes. Ils ressemblent à des fœtus. Ils n'ont pas de sourcils, pas de cils, leurs yeux sont énormes, presque tous noirs, sans trop de blanc. La chose la plus effrayante à leur sujet sont leurs yeux. Ces yeux vous transpercent comme s'ils pouvaient lire en vous. D'éminents chercheurs sur les abductions liées aux pannes tels que le Dr David Jacobs, Bud Hopkins et la regrettée Dr Carla Turner fourniront des études de cas détaillées sur les aspects abusifs de ces enlèvements. Ces chercheurs trouvent des preuves troublantes de traitements déraisonnables infligés à des individus capturés, à des femmes soumises involontairement à un programme génétique visant à une production d'hybrides humains extraterrestres, et également à des hybrides adultes pratiquant des activités sexuelles humiliantes sur des femmes enlevées. Les gris sont profondément impliqués dans le développement d'une race hybride humain-gris, véhicule approprié pour la prochaine étape de l'évolution humaine. Ceci dit, lorsque vous voyez la gueule qu'ils ont, ce serait plutôt une régression pour nous. Toutefois, c'est un motif d'inquiétude et une menace directe pour la souveraineté humaine. Selon Corso, les gris ont des accords avec l'administration du président Eisenhower, que les responsables militaires considèrent d'ailleurs comme une reddition négociée, au terme desquels les gris ont l'autorisation d'enlever des civils afin d'élargir leur programme biologique. Je souligne que le terme reddition est quand même extrêmement fort. Que se serait-il passé si le président Eisenhower avait refusé de se coucher face à des gris malingres? Et quelles répercussions pour le gouvernement américain si cela arrivait officiellement en place publique? Cliff Armstrong établit une distinction entre les bons et les mauvais extraterrestres. Je vous le donne dans le mille, les gris font partie des méchants, de par les enlèvements flagrants, et laissent le gouvernement américain dans la panade. En effet, comment divulguer une chose pareille au grand public? Toujours selon Stone, les bons ETs sont plutôt nomades. La non-interférence avec d'autres formes de vie intelligentes est une loi universelle. Les nomades se réfèrent à cela. Les gris violent cette loi. Les bons cherchent à entrer en contact avec les membres de ce gouvernement, mais le gouvernement américain apprend en 1983 ou à peu près qu'il ne traitait pas avec les bons. Et qui est le président américain entre 81 et 89? Ronald Reagan. Vous comprenez désormais pourquoi Reagan laissera échapper volontairement, avec un point d'interrogation, certaines réflexions sur les ETs. Les gris sont donc très actifs dans les abductions humaines, les expériences génétiques, la surveillance des êtres humains au moyen d'implants, le contrôle et la programmation de l'esprit, le clonage et la création d'êtres humains hybrides. Si vous n'arriviez pas à définir des problèmes globaux systémiques, eh bien voilà. Des êtres humains traumatisés par des expériences d'abduction, des êtres humains génétiquement modifiés, des implants de surveillance et une population excessivement passive en raison d'un contrôle mental hypnotique. La deuxième race importante est le Grand Gris, décrit par Bob Dean comme un groupe très grand, genre entre 1,80 m et 2,45 m, voire parfois 2,75 m de haut. Ils sont humanoïdes, très pâles, très blancs, sans pilosité sur le corps. Le Grand Gris est issu de la constellation d'Orion et, selon le docteur Arthur Horn, joue un rôle de supervision par rapport aux gris de base. Les gris les plus petits sont donc surveillés dans leur propre rang par les Grands Gris. Ces derniers effectuent des missions diplomatiques comme la négociation en sous-main de traités avec des chefs de gouvernement humains. Les gris en général, et les petits gris en particulier, se comparent à des mercenaires. Le rôle diplomatique joué par les Grands Gris est soutenu par William Cooper, ancien conseiller du renseignement de la marine, ayant vu des documents classifiés où les Grands Gris ont négocié des accords avec l'administration Eisenhower lors de réunions débutant en 1954. C'est d'ailleurs vraiment le point de départ de tout ce merdier. Néanmoins, ces Grands Gris ne seront pas venus tout seuls, comme nous le verrons après. Les Grands Gris atterrirent sur la base aérienne Holloman au Nouveau-Mexique.
Cette race s'identifie comme étant issue d'une planète autour d'une étoile rouge de la constellation d'Orion appelée Bételgeuse. Leur planète est en train de mourir et ne pourront pas y survivre à un moment inconnu. Bételgeuse est connue du monde astronomique pour sa variabilité en luminosité et son importance dans l'étude des étoiles en fin de vie, ce qui confirme le témoignage de Cooper. En 1972-73, les producteurs Robert Emenegger et Alan Sandler, célèbres dans les années 70, se seraient vus offrir, tout en étant témoins, le tournage d'une séquence de l'armée de l'air illustrant une réunion mettant en scène des gris de grande taille survenus en 1971. Physiquement, cette race de grands gris est hybride, représentant une fusion d'extraterrestres à l'allure humaine et de matériel biologique petit gris. Une analyse exhaustive de 60 études de cas montre que les grands gris jouent un rôle de supervision dans les abductions. Les grands gris sont présents dans de nombreux enlèvements. Le Dr Jacobs réussit d'ailleurs à obtenir des témoignages grâce à la régression hypnotique des abductés. Les grands gris commandent les petits, auteurs de la plupart des enlèvements. Hal, un ancien militaire de l'US Air Force, publie ses mémoires dans lesquelles il révèle de nombreuses interactions avec une variété de grands gris qu'il appelle grands blancs en raison de leur peau très blanche et crayeuse, ainsi que de leurs cheveux blancs. Hal stationne à la base aérienne de Nellis de 65 à 67, sa tâche est l'utilisation de ballons météorologiques pour l'armée de l'air depuis l'emplacement d'Indian Springs. Il décrit ses interactions avec les Grands Blancs à partir de 1965 et explique comment lui et d'autres militaires surmontent leur présence troublante. Hal décrit une série d'incidents au cours desquels les Grands Blancs terroriseront d'autres militaires qui ne les comprenaient pas ou les avaient surpris ou menacés d'une manière ou d'une autre. Hal parle d'une grande femme blanche voulant tuer un militaire car il avait accidentellement frappé son enfant avec une pierre et lui avait cassé le bras. L'incident conduit la Grande Blanche à menacer de mort les soldats s'ils ne partaient pas immédiatement et de ne jamais revenir. D'autres militaires eurent des expériences négatives similaires, menaçant leur vie s'ils effrayaient des enfants grands blancs ou s'ils ne suivaient pas les ordres à la lettre. D'une manière significative, ces conséquences désastreuses sont approuvées par le Pentagone, qui surveille les interactions entre les Blancs de haut rang avec Hal et d'autres militaires. Seul Hal est épargné par ce type de traitement intimidant, jouant plutôt de son intelligence et de son courage d'interagir avec les Grands Blancs de manière amicale. Il aurait aussi sauvé la vie d'un enfant grand blanc, ce qui l'a conduit à se lier d'amitié avec ceux-ci, qu'il intègre dans un projet d'études interactif. Ces moments permettent aux Grands Blancs d'afficher des qualités plus positives comme l'amitié et les connaissances techniques supérieures, mais quand même avec une tendance psychopathe. Les Grands Blancs sont vus dans la zone désertique de Mojave en 1954, indiquant une association aux accords conclus entre les Grands Gris et l'administration Eisenhower. Hal témoigne les voir ensuite de manière régulière en présence de généraux de l'armée de l'air et d'autres hauts responsables qui ont reconnu le statut d'ambassadeur au chef des Grands Blancs. Voici des humanoïdes aux caractéristiques reptiliennes mesurant entre 1m80 et 2m45. Ces reptiliens sont à la fois originaires de la Terre et d'autres systèmes stellaires. René Poulet, auteur et chercheur sur des sujets liés aux anciennes civilisations, à l'ufologie et à la théorie des anciens astronautes, notamment connu pour son livre intitulé Flying Serpents and Dragons, analyse de manière approfondie diverses sources historiques et fait valoir qu'il existe suffisamment de preuves pour soutenir la conclusion qu'une ancienne race extraterrestre de reptiliens habitait la Terre, jouait un rôle dans la création de l'humanité et aurait été vénérée comme des dieux dans de nombreuses cultures anciennes. Thomas Castello est un ancien responsable de la sécurité à Dulce, petite ville située dans le comté de Rio Arriba, au nord du Nouveau-Mexique. Une installation souterraine hautement sécurisée regroupe un certain nombre de races aliens coopérant avec un certain nombre d'agences et de sociétés de sécurité nationale américaines avec lesquelles les reptiliens, indigènes de la Terre, travaillent côte à côte. La caste dirigeante est reptilienne, ce sont vraiment eux qui indiquent la marche à suivre. Cette race ancienne vit sur Terre, ou plutôt sous terre. Les reptoïdes se considèrent à juste titre comme des terrans autochtones. Nous sommes pour eux des squatteurs. Thomas communique avec eux quotidiennement. Les problèmes liés à la sécurité, c'est lui qu'on appelle. La caste de travail reptilienne fait habituellement le travail physique dans les niveaux inférieurs de Dulce. Selon Castello, ces niveaux inférieurs impliquent de nombreuses violations des droits humains, de civils captifs par des responsables de projets extraterrestres, mais aussi humains.
William Hamilton, un chercheur réputé sur les pannes, étudia à la fois les installations de la base de Dulce, les affirmations et la crédibilité de Thomas Castello, et les trouva hautement plausibles. Il est certes désagréable de digérer ou de croire l'histoire de Thomas, cela semble faire partie d'un cauchemar vivant, mais il existe des preuves que quelque chose d'étrange se passe à Dulce. Une terrible vérité se cache derrière le phénomène persistant d'observation de pannes, d'enlèvements et de mutilation d'animaux. Les agences de renseignement américaines surveillent de près toutes les activités des pannes depuis plusieurs décennies. Ce phénomène extraordinaire doit toutefois avoir une explication extraordinaire. Nous ne sommes peut-être qu'un seul avant-poste dans un vaste empire interstellaire. Linda Moulton-Howe, journaliste d'investigation et chercheuse sur les pannes, interviewera un abducté du nom de Jim Sparks, affirmant avoir rencontré un certain nombre de reptiliens indigènes de la Terre. Selon Sparks, ces reptiliens vivent sur Terre, possèdent leur propre culture et interagissent avec l'humanité depuis des millénaires. Ils aident à la fois l'humanité mais les utilisent comme ressources. Les reptiliens ont également conclu un certain nombre d'accords secrets avec les gouvernements nationaux. Nous verrons d'ailleurs par la suite que tout le monde était présent en 1954, ce qui est un peu hallucinant. Les affirmations de Sparks vont dans le sens de l'expérience de Hall Kay, un autre contacté. Hall affirme avoir rencontré une reptilienne du nom de Lacerta. Plusieurs interviews ont donné le dossier Lacerta, et je reviendrai un de ces quatre sur ce sujet. Selon Lacerta, les reptiliens évoluant sur Terre sont distincts des reptiliens exogènes visitant périodiquement la Terre. La crédibilité d'Holkey suscite débat, pourtant les témoignages sont congruents et en cohérence avec ceux de Sparks. Selon Lacerta, la disposition des reptiliens envers l'humanité est prudente dans la mesure où ils considèrent les humains comme une espèce primitive et propriété d'autres races extraterrestres qui ont ensemencé la planète. Selon Sparks, les reptiliens basés sur la Terre capturent les humains et suivent les accords imposés par d'autres races plus puissantes mentionnées par Lacerta. Les reptiliens basés sur Terre s'impliquent donc dans des activités comme la manipulation d'élites humaines et d'institutions financières, l'influence des systèmes de croyances religieuses, le militarisme et la modification de l'histoire de la civilisation humaine. Eux aussi contribuent aux violations cachées des droits de l'homme, à la corruption et à la domination des élites, au contrôle des médias et des entreprises, du dogme religieux divisant, surtout en ce moment nos civilisations humaines, l'amnésie historique, je dire le wokisme, et une culture de la violence fortement présente dans nos sociétés. Voici une race controversée, reptilienne, se nommant les Draco-reptiliens. Prétendument originaires du système Alpha Draconis, distant de 215 années-lumière, les Draconiens, ou Dracos, ont deux castes principales. Une caste de guerriers, de 2,10 m à 2,45 m, redoutés dans toute la galaxie pour leur capacité de combat. On imagine sans peine. La deuxième caste est une lignée royale de Draco-Reptilians nommés les Siakars, qui, en raison de leur taille, de leur capacité psychique et de leurs ailes présumées, peuvent être confondus avec le dragon proverbial, version en chair et en os. La symbolique du dragon est très présente dans la mythologie chinoise et européenne. Néanmoins, dans nos cultures respectives, les dragons sont considérés comme des êtres jouant un rôle dans l'histoire. Les Siakars sont ainsi une très grande race reptilienne, d'une taille allant de 4,25 m à 6,70 m et pesant plus de 800 kg. Les draconiens sont clairvoyants et intelligents, ce qui peut tomber sous le sens, mais peuvent aussi être extrêmement sinistres. Selon la vision draconienne, ils sont la première espèce intelligente de la galaxie et ensemenceront de nombreux mondes avec leurs enfants biologiques. Les reptiliens Draco se considèrent donc comme les dirigeants naturels des mondes contrôlés, reptiliens comme la Terre, et considèrent les humains comme une espèce inférieure et exploitent efficacement les ressources terrestres. Une stricte hiérarchie apparaît dans tout ce fatras d'individus impliquant les Draco-reptiliens et les autres races extraterrestres de ce groupe. Les Dracos commandent les reptiliens de la Terre, les reptiliens commandent à leur tour les grands gris, qui commandent les petits gris. Jefferson Souza, un chercheur brésilien de panne, confirme l'existence d'une hiérarchie impliquant les gris et une race de maîtres reptiliens. Tout ce monde obtient donc des accords imbriqués ayant une interface commune entre les agences de sécurité nationale américaines et les gris. Les draconiens constituent le sommet caché de ce complexe militaro-industriel extraterrestre, le MIEC,
contrôlant les informations et les technologies liées à la présence alien. Les Draconiens sont très actifs dans le contrôle des élites humaines, des institutions et des systèmes financiers. Ils sont au sommet du foutage de merde. Promotion du militarisme, création d'un climat de pénurie, de lutte et d'insécurité, récolte d'humains, manipulation des grilles et d'autres races reptiliennes. Les activités draconiennes contribuent aux problèmes mondiaux comme la concentration des richesses, les élites et institutions corrompues, la violence ethnique et religieuse, les violations des droits de l'homme, une culture de la violence et du terrorisme, le commerce de la drogue et le crime organisé. Ne vous êtes-vous jamais posé la question à savoir pourquoi lutte-t-on de manière aussi laxiste la violence endémique ? Les extraterrestres de Sirius B ont un aspect humain et font partie d'un système d'étoiles binaires. Certains sont rouges, d'autres beiges ou encore à la peau noire. Les planètes autour de Sirius B sont occupées par des êtres de type aquatique ou reptilien. Leur société est plus obsédée par les schémas de pensée politique que par les attributs spirituels. Étonnamment, une tribu africaine appelée les Dogons ont une compréhension complexe de cette orbite elliptique de Sirius B autour de l'étoile principale Sirius A. Cette connaissance est transmise à chaque génération par des extraterrestres issus de ce système d'étoiles. Les Dogons décrivent les Sirians comme des amphibiens d'une planète autour de Sirius B. Les caractéristiques humaines de Sirius B suggèrent que ce sont des descendants du système solaire Vega. Les humains de Sirius B jouent un rôle dans la fourniture de technologies avancées telles que des déplacements temporels ou interdimensionnels pour des agences gouvernementales clandestines impliquées à la fois dans l'expérience de Philadelphie et le projet Montauk. Une race géante d'humanoïdes joueront un rôle dans l'ensemencement humain de la Terre. Les Sumériens les nomment Anunnaki du monde Nibiru, décrits dans les textes cunéiformes. Ces humanoïdes géants sont les fondateurs représentant les dieux décrits dans les mythologies et les religions antiques. Selon les récits des Sumériens, le dieu principal des Anunnaki est Anu, et le panthéon Anunnaki constitue des figures clés de la hiérarchie supervisant secrètement la gestion de l'humanité. Le mode de fonctionnement des Anunnaki consiste à laisser des espèces primitives, telles que l'humanité, s'épanouir à la surface de la planète, tandis que des races plus évoluées, telles que les reptiliens, forment une sorte d'équipe de gestion planétaire chargée de récolter l'humanité de manière à servir les intérêts sur le long terme des Anunnaki, revenant périodiquement pour évaluer leur expérience humaine. Les Anunnaki forment une sorte d'agent de réglementation pour veiller à ce que les ressources de la Terre, et l'humanité en général, soient gérées de manière responsable. Ils ne sont pas loin de nous mettre dans des sacs jaunes. Les Anunnaki entretiennent des relations avec les reptiliens de la Terre en fonction des accords historiques conclus envers l'humanité. Il est également probable que les Anunnaki aient une certaine forme d'accord avec les Draconiens sur la façon dont ces derniers interviennent dans les mondes où ces premiers ont établi des expériences humaines. Enfin, certains membres des Anunnaki sont secrètement sur Terre, jouant un rôle dans la création d'organisations d'élite de gestion des affaires humaines. Selon Bob Dean, les Anunnaki sont des acteurs majeurs dans ces affaires humaines et cela va probablement devenir encore plus important si leur planète d'origine Nibiru revient dans les environs de la Terre. Le retour apparent des Anunnaki apparaît comme un joker aux agences de sécurité nationale qui ne savent même pas quel impact aura cette race sur l'humanité globale et le complexe militaro-industriel créé pour gérer les affaires extraterrestres. Les principales activités des Anunnaki sont d'influencer l'évolution humaine à long terme par l'intermédiaire de groupes d'élite, de systèmes et d'institutions et en influençant la conscience humaine. Ils sont en concurrence avec les Draconiens pour le contrôle de la Terre. Les principaux problèmes mondiaux auxquels ils contribuent incluent la domination des élites, le fondamentalisme religieux, une culture globale patriarcale et une culture de la violence. Revenons à cette année 1954, plus exactement le 20 février. Une délégation de races extraterrestres rencontre l'administration Eisenhower dans le cadre d'un accord qui restera d'ailleurs infructueux sur le programme d'armement nucléaire des États-Unis. Cette délégation n'est pas disposée à fournir une technologie utile pour les intérêts militaro-industriels. L'opposition de principe de ce groupe à être coopté dans ce complexe émergent constitue un indicateur important concernant ce vaste groupe d'aliens se détachant du réseau d'intérêts imbriqué par le MIEC
aux États-Unis et ailleurs sur la planète. Toutefois, toutes les races nuisibles vues dans cette émission d'aujourd'hui signeront des accords dans le dos des autres. Notre catégorie amicale, exogène, essentiellement humaine, s'intègre facilement à notre société où elle reste indiscernable du reste de l'humanité. Ces races appartiennent à divers systèmes, comme la Lyre, Vega, les Pléiades, Sirius, Procyon, Tau Ceti, Humo, Andromède et Arcturus, qui ont tous fourni une partie du matériel génétique nécessaire à l'ensemencement de l'humanité sur Terre. Selon Alex Collier, 22 races extraterrestres au total fourniront du matériel génétique pour l'expérience humaine. Celles-ci incluent les races reptiliennes, grises et Anunnaki, ainsi que les races de ce second groupe qualifié de bienveillants, ce qui pourrait expliquer pourquoi des humains soient si généreux et d'autres extrêmement cruels. Je vous disais auparavant que tout ce petit monde ont des liens plus ou moins étroits, mais en vérité, ils se connaissent tous. En tant que produit génétiquement créé, nous possédons un vaste pool génétique constitué de nombreuses banques de mémoire raciale comprenant au moins 22 races différentes. En raison de notre patrimoine génomique et parce que nous sommes un esprit spirituel, les races extraterrestres bienveillantes nous considèrent réellement comme des rois. En raison de ce lien génétique, les extraterrestres en dehors du complexe considèrent l'humanité de la même façon qu'un parent protecteur perçoit un fils ou une fille adolescent dans un environnement hostile. Leurs intérêts vitaux sont que l'humanité mondiale évolue de manière responsable, sans mettre en danger à la fois elle-même et la grande communauté galactique dont elle fait partie. Vu comment notre monde part à la dérive, il va peut-être falloir à un moment donné taper du poing sur la table. Ce groupe attentionné d'extraterrestres se divise en deux camps. Les premiers s'abritent historiquement dans les habitations souterraines de la Terre et se décrivent comme des vestiges de la civilisation humaine ancienne avec une voie d'évolution séparée de l'humanité à la surface. Les seconds ont des origines hors du monde, mais présentant des caractéristiques humanoïdes permettant à certains d'entre eux de facilement se mêler au reste de l'humanité. Et cela vous sera présenté la semaine prochaine. Merci à vous de m'avoir suivi, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre le pouce bleu car la chaîne en a vraiment besoin, et la petite cloche de notification pour les émissions à venir. N'hésitez pas à partager mes vidéos, je vous dis à la prochaine.